imitation. Je t'ai connu comme humoriste, alors, et je ne sais pas si c'est juste de dire que tu faisais du stand-up au début de ta carrière. Tu peux le dire, oui, carrément, du On peut stand-up. le dire Genre, comme je disais ça. one man. Moi, je suis un ancien, je disais one man parce que je faisais pas mal de personnages aussi. D'accord. Mais Alors, tu racontais beaucoup la vie du quotidien. Ça m'a plu dès le départ. C'était très drôle. Je repense notamment à ta vie à Arcueil, à toute une série de sketchs que tu as pu faire sur ta sœur, voilà. Et puis, comme beaucoup d'humoristes, tu as depuis maintenant un petit moment, notamment au travers de tes nombreux streams, on en reparlera, tu t'es penché sur les questions, alors à la fois sociétales, mais surtout politiques. Et ce virage, tu n'es pas le seul de ta génération à l'avoir effectué. Qu'est-ce qui fait que tu as mis comme ça, de cette manière-là, les pieds dans le plat et que tu t'intéresses maintenant, toujours avec humour, hein, c'est ça le fil conducteur, le fil rouge, toujours avec humour et puis souvent en tournant en dérision ce que tu peux voir, entendre, en commentant des vidéos, des interventions sur les plateaux de télé, ce qui nous fait un point commun. Qu'est-ce qui fait que tu as pris ce virage d'une part et qu'est-ce que tu espères chez les gens qui te suivent, très nombreux? Qu'est-ce que tu espères déclencher? Qu'est-ce que tu espères Est-ce que tu espères allumer une petite lumière chez eux? oui, c'est joliment dit. J'espère vraiment pouvoir allumer cette petite lumière et me dire que même si, comme je l'entends souvent, et ça me rassure de la part d'artistes ou de personnes très engagées, si on arrive à faire changer d'avis une personne, c'est déjà une personne de plus. Et Mhm. alors, c'est vrai que moi, je parlerai pas. Alors, pour la plupart des gens, du grand public, c'est un virage. Mais c'est marrant parce que moi, depuis toujours, j'ai eu cette appétence pour ça. C'est juste que je le faisais avec un peu plus de subtilité, dirons-nous, ou alors je le masquais peut-être un peu plus, mais il y a toujours eu cette volonté de dénoncer des choses, mais enrobé de beaucoup plus d'humour. Tu vois, si tu veux, le curseur entre engagement et humour, il était vraiment à 50-50, voire plus humour que engagement. Mm. Mais très vite, je l'ai légèrement déplacé. Mais si tu veux, moi, j'ai toujours compris que quand tu faisais de l'humour, s'il y avait pas de fond, les gens se marrent, mais en rentrant chez eux, ils oublient totalement ce que tu as raconté. Donc, c'est vrai que depuis le départ, je me suis toujours dit, quand tu fais des vannes, et toujours du fond parce que c'est ce qui fait que ça va rester dans la tête des gens. Et je pense qu'avec en prenant de l'âge et de la maturité, les choses que j'ai pu constater auparavant, bah, j'ai eu envie de les exprimer et peut-être un peu sans prendre trop de pincettes parce que je me rendais compte que dans le camp d'en face, ils en prenaient pas du tout. Et je me suis dit, ah bah tiens, si vous voulez jouer à ça, on peut le faire, hein, vous allez voir, ça va être très drôle. Et c'est comme ça que, et c'est aussi le fait de plus être dans des médias mainstream, euh, et qui m'a permis d'avoir encore plus de liberté. Je me suis rendu compte que, ah bah, certes, on gagne moins d'argent, mais le plaisir d'être pleinement soi-même, d'être sincère avec les gens qui nous suivent et de pouvoir raconter et dénoncer de vraies choses, bah, ça me remplit amplement. Alors, justement, puisqu'on parle de médias mainstream, est-ce que tu peux, en quelques mots, rappeler ton parcours dans ces médias mainstream? Eh bien, j'ai commencé à me faire connaître dans l'émission On ne demande qu'à en rire que tu as connue parce que tu m'en avais parlé. On ne demande qu'à en rire qui était sur France 2, en parallèle sur Canal+ avec Jamel Comedy Club et très vite, je me suis retrouvé chez Canal+ à être dans le grand journal, le Before du grand journal, faire des petites pastilles humoristiques, etc. Mhm. jusqu'à ma propre émission, mon late show satirique de 2017 à 2019. Et ensuite, je me suis retrouvé à la radio dans le groupe 1981, qui possède plusieurs radios un peu partout. Et moi, j'ai animé une matinale sur une radio parisienne qui s'appelle Ado. Et je crois que ça a été. Et après, oui, en termes d'émission, c'était ma dernière expérience sur un média mainstream. Et est-ce qu'il faut avoir quitté les médias mainstream pour recouvrer une certaine forme de liberté, selon toi? Oui, 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 totalement, parce que tu te rends bien compte, et je pense que à un autre niveau, Samuel Etienne l'a vu avec Twitch ou Clément Mhm. Viktorovitch. Très vite, tu te dis, bah, j'ai moins besoin de faire attention à ce que je dis quand il y a personne qui me tend la cuillère pour me nourrir. C'est sûr que j'en parlais avec Émeric Caron qu'on avait croisé à Mhm. l'université d'été de son parti Rêve. Et en fait, je lui demandais la différence entre politique et télé et médias, c'était quoi le plus dur? Et il me disait, bah, en vrai, les deux milieux sont aussi crasseux, mais Mhm. en télé, ce qui me saoulait,
c'était que chaque année, tu remets ton titre en jeu parce qu'il n'y a pas de CDI, enfin, sauf pour certains. Mais majoritairement, on est renouvelé à chaque fois, quasi au jour le jour. Et c'est vrai que, ben, naturellement, tu dois t'entendre bien avec tout le monde, plus ou moins, pour être sûr d'avoir du boulot. Et ce truc-là, au bout d'un moment, c'est fatigant. Enfin, je peux pas pactiser non-stop avec des gens qui pensent des choses aux antipodes de moi. Enfin, et parfois qui sont d'une violence que tu peux pas cautionner. Donc, je pense que ouais, la liberté, au bout d'un moment, tu l'as quand t'as plus besoin d'une personne pour te nourrir, mais que tu es dépendant de ton public. Et là, il y a rien de mieux en fait. Sur cette histoire de CDI, Michel Drucker, si tu nous écoutes, un coucou. Le, Qu'est-ce qui fait, étonnamment, alors je recevais cette semaine là, dans l'œil de Moumou, je recevais Daniel Schneiderman qui lance une plateforme, Oui, voilà, je le précise, qui lance une plateforme de médias indépendants, et puis on s'était posé la question, il s'était notamment posé la question dans un billet, sur le fait de savoir pourquoi, lorsqu'on était indépendant, on était forcément étiqueté de gauche. Alors, chez les humoristes, à part Gaspard Proust, le Zemmour Boy, qui d'ailleurs a disparu des écrans, je ne le vois plus du tout, qui et n'était sur pas drôle. Europe 1, Je alors le il fait vois, sa chronique, mais. ouais, je le vois même plus sur Europe 1. Alors, je sais pas, j'irai vérifier. Ah oui, c'est vrai? Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, à part ces sketchs ouvertement racistes, il y a quand même une écrasante majorité d'humoristes qui se sont, que je qualifierais d'engagés. Pour moi, engagés, c'est tout à fait positif, hein. Moi, je me considère comme journaliste engagé. Euh, euh, Qu'est-ce qui fait que vous êtes, alors je pense évidemment à l'équipe de Nova, notamment, qu'est-ce qui fait que vous êtes à ce point-là engagé à gauche plutôt, très critique sur la droite et le centre mou. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas, il n'y a pas de voix dissonante? En fait, il n'y a pas de gens de droite qui s'affichent comme tels, contrairement à vous. Alors, tu peux me corriger hein, si tu t'estimes pas de gauche, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes Bah, je suis quand tous même. progressistes? Ce serait bizarre d'affirmer l'inverse. L'inverse, après, voilà, de sensibilité de gauche, mais de se reconnaître dans aucun parti, c'est possible. Mais Non, non. effectivement, alors en fait, j'ai un pote sociologue, Hamza Garouche, que j'embrasse, un docteur en sociologie, qui m'avait fait une analyse de ça très simple. Il m'avait expliqué que le principe de l'humour et de l'art en général, ça a toujours été de contester l'ordre qui était en place et qui bridait ou qui et de donner de la voix aux opprimés face aux oppresseurs. Donc il me disait, naturellement, si tu décides de faire un humour de droite, comme Gaspard Proust, eh ben en fait, ça va pas être très drôle de dire, regardez nous comme on est puissant par rapport aux pauvres qui sont pauvres. Et donc très vite tu te dis ah ouais c'est vrai que c'est pas marrant et c'est vrai qu'il n'y a pas de subversion et c'est vrai que ben donc je pense que l'humour naturellement quand tu le pratiques et que tu décides de raconter la société, si tu es un peu honnête intellectuellement, tu vas décider de donner la voix à celles et ceux qui sont floués et qui ne l'ont pas, qui n'ont pas pignon sur rue. Et par conséquent, le système, tu te rends compte qu'il est majoritairement de droite et que tu as la position opposée. Donc c'est par opposition au fait que le système est majoritairement de droite que tu te retrouves à être de gauche parce que l'humour n'existe pas quand il s'agit de caresser les puissants. Enfin si, ça s'appelle Sophia Aram, quoi. Donc c'est pas de l'humour. Ah, bah, tiens. Donc voilà, c'est juste tu racontes une histoire. Et Gaspard Proust, et voilà, et il y en a pas des masses. Hein. Puis Laurent Gérard peut-être, mais voilà. En gros, c'est pour ça que Ah ça oui, fonctionne. Oui, Laurent Gérard quand même. oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais plus sur l'ambiance de tout ce qui est lié au genre, à la misogynie, machin, tu vois. Lui, c'est plus son truc. Mais bon, voilà. Donc, en gros, je pense que naturellement, quand tu veux faire un humour qui raconte la vie et qui donne la parole à ceux qui sont opprimés, hein, je le dis vulgairement, eh bien, tu te retrouves de facto du côté des gens qui sont plutôt à gauche. Mais je pense que c'est simplement par opposition. C'est même pas par euh, volonté de se dire, bon, comme je suis de gauche, je vais faire de l'humour de gauche. C'est non. Comme je suis Mhm. humain, je vais défendre un point de vue qui est pas très défendu dans les médias, et hop, il s'avère que bah, tu es à l'antithèse de la droite.
Mais pourtant, quand on prend tes prédécesseurs illustres, euh, notamment, alors je pense à des gens comme Lully ou Molière, ils dépendaient des bourses des puissants. Il fallait qu'ils draguent, un peu comme le fait Sophia Aram. Il fallait qu'ils draguent et c'était quand même une question de survie. Ouais, c'est vrai qu'il fallait qu'ils draguent. Donc eux, ils étaient encore plus subtils et plus talentueux que nous, comme ou même comme La Fontaine ou autre, hein, pour ne citer que. Mais Molière devait jouer sur ce truc. Donc ce qu'il a fait, c'est que plutôt que d'attaquer directement les monarques, Hmm. il s'est mis à viser les médecins. Parce que les médecins, c'était juste en dessous. C'était la famille, c'était la même famille, mais c'était à côté. Et donc le roi était content parce qu'on se foutait pas directement de sa gueule, mais tout ce qu'il reprochait au médecin, en fait, c'était que le médecin représentait ses privilèges, cette monarchie. Et donc tu vois, c'était intéressant de voir ce pas de côté. Disons qu'aujourd'hui, si tu voulais faire la même chose, bah tu veux critiquer l'État. Bon, nous maintenant on y va frontalement, mais tu critiquerais soit les médias, soit des milliardaires, ou soit les banques. Tu vois, un truc qui gravite autour de la sphère du pouvoir et voilà ce qu'il faisait, parce que lui, il risquait sa vie. Nous, on la risque un peu moins, mais Hmm. voilà pourquoi il s'en prenait aux médecins. Il Et comment il n'y a a pas, réussi à bypasser ce truc, voilà, c'est ça que je veux dire. et il y a pas un effet pernicieux du type, bah ouais, on va rigoler un bon coup entre nous. On va se connecter au stream, on va se marrer, puis on va se dire que il y a un effet communauté, on est entre nous, on est à peu près d'accord sur tout, on dénonce la même chose, et puis qu'après, du coup, on a l'impression d'avoir fait quelque chose, alors qu'en fait, on a juste Enfoncer des... échangé. Ouais. Je suis d'accord avec toi et c'est ce que je reprochais. Enfin, quand je dis reprochais, c'est un grand mot, mais c'est ce que je constatais avec l'équipe de la dernière. Euh, donc Pierre-Emmanuel Barré, Guillaume Meurice, Émeric Lompré, etc. C'était qu'au final, ils avaient leur public, qu'ils avaient des spectacles qui tournaient, mais qui allaient pas ratisser sur un public plus large que les gens qui les écoutaient déjà, et Hmm. que c'était des stars de leur public. Partout où ils allaient, il y allait avoir du monde, ils font des audiences, etc. C'est top, mais évidemment qu'ils vont s'adresser à une partie de la population et qui leur ressemble. Quand je dis ça, c'est que des gens qui viennent de quartiers populaires, plutôt racisés, etc., vont pas forcément se reconnaître, même s'ils vont aimer quelques sorties de ci, de là, mais tu vois, mes potes, ils vont pas forcément partager des extraits de la dernière. Et en fait, c'est là que tu te dis, ah mince, est-ce qu'on n'arrive pas, comme tu l'as bien souligné, à la limite de cet entre-soi, de bon, on a trouvé son public, c'est suffisant, c'est cool. Après, ce qui est bien, c'est que mine de rien, ça évolue. Donc moi, je vois aujourd'hui des gens qui partagent des extraits de Walidia, de Hmm. Pierre-Emmanuel Barré ou autres que j'aurais jamais vu il y a 5 ans partagés. Donc ça veut dire que ça commence à se diluer un petit peu dans le grand public, même si c'est pas aussi rapide qu'on le souhaiterait. Mais c'est là où moi, j'ai décidé de maintenir mes activités annexes. C'est-à-dire que je fais mes petits streams de gauchistes qui rigolent sur l'actualité médiatique. Mais à côté, je continue de faire du théâtre, je continue d'écrire du théâtre, de proposer d'autres choses qui sont pas forcément avec un engagement frontal. Là, tu vois, comme je te le disais, je suis en train de réaliser mon premier court-métrage qui va être en plus diffusé au Festival de Cannes l'année prochaine, donc c'est quand même Ah assez oui. fou. Ah ouais, ouais, dans le cadre d'un truc qui s'appelle Les Talents Adami, et ils mettent en avant 4 comédiens, comédiennes qui font leur première réalisation. Voilà. Et donc, c'est quand même dingue. Et tu vois, en fait, cette ambivalence me permet de me dire que je vais rencontrer d'autres personnes, des gens qui regardent pas du tout ce qui se passe sur Twitch, etc., qui vont peut-être Mhm. aimer mon travail d'une autre façon, soit parce qu'ils m'ont vu sur scène, soit parce qu'ils ont vu mon travail de réalisation, et de les amener tranquillement à des idées, à les distiller, tu vois, tel un sachet de thé que tu laisses dans de l'eau chaude. Excusez. Et voilà, que tu laisses infuser, exactement. Et donc, je me dis qu'il faut réussir à cette ambivalence. Mais je reproche rien à personne. Eux, c'est quand même dingue ce qu'ils font, c'est génialissime. Et moi, je me dis que j'ai toujours eu un peu ce truc entre deux chaises et j'espère réussir ce coup-là, tu vois. Hmm. Alors, puisque tu parles de la dernière, de l'équipe de Meurice, que j'avais eu le plaisir de recevoir dans l'œil de Moumou, quand même, tu relèves que nous, on risque pas notre vie.
c'est un fait, littéralement. Sauf que on est quand même dans un milieu où le service public licencie un humoriste pour une blague potache à propos de Prépuce et de Netanyahou, alors que la justice lui donne raison, et que je pense que Guillaume va gagner devant les prud'hommes, et in fine, c'est nous qui payerons, quand même, parce que voilà, ça se passe comme ça en France aujourd'hui. Le climat est quand même, et qu'on maintient effectivement Sophia Aram avec des blagues racistes, et puis peut-être un besoin pour elle, je ne veux pas psychiatriser les choses évidemment, mais un besoin pour elle peut-être de consulter, je pense qu'elle a un rapport ambigu avec ses origines, mais il y a quand même un problème. On n'est pas dans un climat hyper serein, puisqu'on le disait tout à l'heure, il a fallu sortir des médias mainstream pour pouvoir t'exprimer de manière excessivement libre, comme tu as pris l'exemple de Samuel Etienne. Ça pose question quand même, hein. Totalement. C'est vrai que quand je parle de, on risque pas notre vie, c'était au sens propre du terme. Oui. Après, de pas prendre une balle dans la tête. Et encore, c'est juste que le pire a sûrement été évité. Mais les confrères de Charlie Hebdo, eux, l'ont vécu tristement, et on s'en souvient. Mais non, en revanche, et ça, tu as totalement raison de le souligner. Aujourd'hui, une personnalité publique qui prend des positions plus à gauche, ou clairement depuis le 7 octobre pro-palestinienne, et ben se retrouve peut perdre sa capacité à se nourrir très concrètement, parce que tu peux te retrouver, si tu étais dépendant d'un diffuseur ou d'un média, tu peux te retrouver sur le carreau, comme ça a été le cas avec Guillaume Meurice. Heureusement, il a plein de ressources et il a su très vite rebondir, mais parce qu'il était très suivi, etc. Mm. Mais c'est vrai que c'est scandaleux. Il y a des gens qui peuvent se retrouver sur la paille. Moi, je me rends compte que si j'avais encore des billes dans des médias, que ce soit des chroniques, des trucs comme ça, mais clairement, avec mon opposition, notamment face à Arthur, mais enfin, j'aurais tout perdu. Et là, je me serais retrouvé comme un con. Alors que là, ce qui est bien, c'est que cette liberté, elle effraie aussi ces gens-là, parce que ben, tu vas faire quoi? Tu vas demander à Twitch d'annuler mon stream? Bah, ça va être compliqué. Donc non, c'est sûr que on risque gros. C'est vrai qu'on risque gros si on est encore dans le système médiatique. Et ça, c'est intolérable, parce que j'ai pas de contre-exemple de gens pro-génocidaires qui se sont retrouvés sur le carreau depuis leur prise de position. Donc Alors, ça en dit long. il y a quand même des appels au boycott, hein, notamment sur les films de Darmon. Enfin, il y a toute une série de Ouais. gens qui sont pointés. Il y a Lelouch, voilà, il y a une série de gens qui sont, ou Attal, qui sont pointés. Il y a eu récemment la pétition qui a été lancée là, pour demander à ce que Charlotte Gainsbourg, puisqu'elle avait signé une pétition demandant à Macron de ne pas reconnaître l'État d'Israël, l'État de Palestine, pardon, Ouais. et de créer les conditions pour que ce soit tout à fait intenable. Et donc, pétition qui demandait à ce qu'elle n'incarne pas, évidemment, la grandissime Gisèle Halimi. Gisèle Euh, Halimi, ouais. ouais, donc il reste quelques consciences par rapport à ça. Alors, Mais c'est des tout à l'heure, pétitions. Mais au final, il n'y a pas eu de non, sanctions de la part de médias qui se sont dit, bon, j'arrête de travailler avec telle personne, avec Sophia Aram, par exemple, ou c'est non, plutôt non, non. l'inverse, quoi. Non, Ouais. la seule pour l'instant qui a trinqué de chez Trinqué, ça reste ta consoeur, ta camarade de jeu, Blanche Gardin, qui pour le coup Ouais. a payé très très cher son sketch avec Émeric Lomprey sur l'après 7 octobre et l'accusation d'antisémitisme récurrente. Mm. Tout à l'heure, on parlait de Molière. Tu l'as caressé tout à l'heure légèrement, à savoir que tu as aussi une carrière d'acteur de théâtre. J'ai eu le plaisir et la chance d'aller te voir sur les planches pour Passeport, qui est également une pièce qu'on peut qualifier d'engagée. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que si Passeport, donc je le résume pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Oui, c'est une pièce d'Alexis Michalik qui parle du parcours de migrants qui débarquent à Calais et qui vont essayer de s'en sortir en France, et il y a aussi une quête de recherche d'identité, parce qu'un des migrants, Issa, se réveille dans le camp de Calais et a tout oublié. Et sur lui, il n'a que son passeport et il apprend qu'il est érythréen, et c'est tout ce qu'il sait. Et cette pièce, c'est marrant, on en parlait hier avec mes camarades parce qu'on l'a jouée à Draguignan, donc en plus plutôt RN.
Mmh. Ils ont vraiment adoré la pièce. Ils nous ont même fait 5 rappels, ce qui est très rare. Ils étaient très émus, donc tant mieux, ça fait plaisir. Mais on se rappelait du fait que du passage d'Alexis Michalik dans Quotidien et où il avait juste dit: «Bah, voilà, moi je suis de gauche, donc ça me bouffe de voir l'extrême droite au second tour». Il avait juste dit cette phrase qui, il y a 10 ans, était, une porte ouverte que tu enfonçais et il a reçu une vague de haine sur les réseaux, mais il avait jamais vécu ça et Mmh. c'est là que tu te rends compte que Passeport, qui aurait pu être une pièce, juste d'une belle histoire racontée, mais qui ne casse pas 3 pattes à un canard en termes de subversion, aujourd'hui en 2025, c'est devenu un objet, ultra engagé parce que aux antipodes de tout ce qu'on entend régulièrement, dans les médias. Sarah Knafo qui redisait encore, que, Trump avait, réussi à faire un solde négatif, sur l'immigration en virant plus d'1 million d'immigrés. Donc comme quoi c'est possible de le faire et elle était toute contente, avec ses camarades de frontière. Donc, là, tu te rends compte qu'on baigne, effectivement dans donc n'importe quel objet qui juste dit, «C'est bien d'être humain», ça devient de la subversion. C'est quand même fou, quoi. Mmh. Mais oui, c'est vrai que c'est un projet qui est engagé, maintenant qui devient engagé par le contexte. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mmh. C'est un peu ce qu'on vit aussi enfin, au moins en France, puisque c'est pas le cas dans d'autres pays. Je pense à la Belgique notamment, qui est un exemple. Oh oui. C'est ce qu'on vit en France dans le milieu journalistique. C'est-à-dire qu'il suffit simplement de faire son boulot. Alors c'est ce qu'on appelait il y a quelques années les décodeurs, des bunkers, enfin on appelle ça comme on veut. Il suffit de faire son boulot et puis d'un coup, on a l'impression que c'est complètement héroïque, alors qu'en fait c'est la base du métier. Alors je dis ça pourquoi? Parce que tu t'intéresses énormément aux médias. Quel est le regard que tu portes pour nos amis de Suisse et du Maghreb notamment qui nous écoutent, qui nous suivent? Quel regard tu portes sur les médias aujourd'hui? Est-ce que tu n'as pas une petite pointe légère, même si tu le prends avec beaucoup d'humour, tu n'as pas une petite pointe de désespoir? Bah, totalement, totalement, ce qui se passe dans les médias et ce qui s'est accentué notamment depuis 2 ans, c'est juste scandaleux. On n'a plus du tout, de travail journalistique, l'idée d'exposer les faits, je peux pas reprocher aux gens de ne pas être, neutre parce que c'est très compliqué, personne n'est neutre, mais d'être objectif, c'est quand même, la base et là, on a perdu, la notion même du journalisme. Aujourd'hui, quand j'écoutais ce matin, je faisais mon stream, je regardais des vidéos de Caroline Forest, tu te rends compte que tu peux venir sur LCI et dérouler tout un tas de faits, mais qui ne sont pas sourcés. Mais comme tu les présentes comme, de façon, que tu les assènes de façon péremptoire, on se dit: «Non, bah, elle a raison» et personne te coupe et personne ne revient pour dire: «Bah, attendez, par contre, vous avez dit, vous avez donné ce chiffre, mais vous le sortez d'où?» Et c'est là que c'est triste, quand tu te retrouves avec à voir des gens comme moi, débunker des gens qui sont censés, bien faire leur métier et qui sont censés avoir, le niveau d'études et d'expérience nécessaire. Tu te dis, ben, qu'on a franchi un cap. Non, là, les médias français, ça va plus du tout. Honnêtement, ça va plus du tout et je pense que j'aimerais, proposer un décret, une loi que j'avais appelée sobrement la loi CKR par rapport au nom de mon podcast. En fait, cette loi, c'est très simple. Elle oblige toutes les personnes, qui prennent la parole dans les médias d'information, en cas de faits non sourcés ou de mensonges, elle oblige ces personnes-là à avoir 48 heures, jour ouvré, pour prouver, le fait ou bien s'excuser, exactement à la même heure à laquelle la personne a prononcé, sa fake news, pas sur Twitter à 4 heures du matin et cetera. Non, non, la même heure, dans la même émission et si la personne ne le fait pas, elle a un avertissement. Au bout du deuxième avertissement, elle n'a plus le droit de prendre la parole dans des médias d'info. Ouais, je sais, c'est radical, mais je pense que c'est nécessaire que enfin, ce sera pas radical pour des gens qui travaillent. Ils se diront: Mmh. «Bah, ouais, bah, c'est normal». Mais évidemment, pour les gens qui font de l'opinion, éditorialistes, essayistes, qui, pullulent les plateaux, les toutologues, comme tu aimes les appeler dans l'œil de Moumou, et ben, pour eux, ils vont te dire: «Bah, attends, c'est n'importe quoi». Bah, non, c'est pas n'importe quoi. Si tu fais ton boulot, tu pas censé raconter, autant de bobards et de mensonges de façon éhontée et sans conséquence. Moi, c'est ça qui m'inquiète, sans Mmh. conséquence. Voilà, c'est n'importe quoi. À l'heure à laquelle on se parle, on n'a toujours pas de suite de ce qu'ont fait les journalistes de France 2, hein. Je le rappelle, aux 13 heures et aux 20 heures de ce lundi, ils ont confondu deux enseignants assassinés.
L'un pour Samuel Paty en l'occurrence, pour avoir présenté des caricatures, et l'autre sans aucune raison, Dominique Bernard, donc, qui était à Arras il y a 2 ans, sans aucune raison, et on a prêté à l'un justement le fait qu'il aurait présenté des caricatures, ce qui, soit dit en passant, légitime d'une certaine manière son assassinat. En gros, pour des esprits un peu simplets, voire très simples, finalement, il l'a peut-être pas volé, quoi. Il l'a peut-être un peu cherché. Et donc, c'est gravissime. Et c'est une bourde qui arrive après d'autres bourdes assez répétées sur un très court temps, en quelques semaines, de la part de Léa Salamé. On a cette impression forte d'impunité. Mais alors, j'ai envie de dire, puisqu'ils reviennent, hein, Rutel Krief qui sort des bobards et qui revient, et ainsi de suite, on a ce sentiment-là pour les médias, mais on a aussi ce sentiment-là pour les politiques, en fait, que tu dénonces de Oui, manière assez régulière. oui, totalement. Les politiques aussi devraient être soumis à la même chose. Je pense que dès lors qu'ils viennent prendre la parole dans des médias d'info, venez et présentez des faits, et parler de vos programmes politiques. Mais je comprends pas, par exemple, en ce moment, qu'on invite tout le temps Julien Oudoul, qui a été condamné, je le rappelle, député RN, qui est constamment invité pour parler de tout et de rien. Mais pourquoi lui? Pourquoi le maire de Béziers, invité lui aussi? Pourquoi l'avis du maire de cette ville est plus important que le maire de Saint-Pierre-d'Oléron en Charente-Maritime? C'est toutes ces raisons qui font que, au bout d'un moment, il va falloir, même pour les politiques, les ramener à quelque chose de très concret. Effectivement, vous ne pouvez plus prendre la parole si vous mentez, voilà, ou si vous donnez des choses qui ne sont pas sourcées. Et je fais une toute petite parenthèse par rapport à ce que tu as dit concernant Léa Salamé, et le JT de 13h et de 20h. Alors, je pourrais pas vous donner malheureusement mes sources pour des raisons que tu comprendras, parce que ben, j'ai toujours un affect j'ai toujours une attache très particulière avec le milieu des médias. C'est pour ça que je le commente, hein, tu vois, et parce que j'en ai fait partie et que j'adore ça. C'est vraiment une passion. Donc j'ai mes petits oiseaux, comme j'aime le dire, qui m'ont donné un premier élément de réponse concernant ce qui s'est passé sur le journal de 13h et de 20h avec cette bourde monumentale et horrible. Et tu serais vraiment triste, Mourad, d'apprendre que pour l'instant, de ce que j'ai pu avoir comme information, ce serait une guerre interne entre l'équipe du 13h et du 20h. Non mais c'est ubuesque, hein. On est dans The Morning Show. En fait, si tu veux, à 13h, euh, le journaliste, je sais plus comment il s'appelle, celui qui présente le 13h, j'ai plus son nom. Julien Bugier. Voilà, Julien Bugier. Julien Bugier, il voit la bourde sur le prompteur. Il voit la bourde sur le prompteur, il la repère après. Et pendant un sujet, donc quand on envoie un sujet à l'écran, en général, on parle avec la rédaction via l'oreillette, etc. Et là, il leur dit, bon, bah, c'est une bourde et tout, qu'est-ce que je fais et tout. Je m'excuse à la fin, on dit qu'on s'est trompé et tout. Et lui disent, non, 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 tu le feras plus tard, t'emmerdes pas, on fera un communiqué. Allez savoir pourquoi ils ont préféré continuer le truc et ne pas et faire un communiqué plus tard. Parce que le seul problème, c'est que les gens avaient vu le JT de 13h et ont commencé à le signaler. Et ça a foutu un petit peu le bordel dans leur appréciation de bon, on pose le communiqué et tout ira mieux, etc. Et en fait, normalement, l'équipe du 13h, qui n'est pas la même rédaction que l'équipe du 20h, leur envoie le prompteur, etc. Et ils leur ont normalement dit qu'il y avait une erreur. Sauf que c'est là où il y a un couac et qu'ils ne savent pas pourquoi, mais l'erreur n'a pas été modifiée. Alors, on est à deux doigts de se demander en interne chez France Info euh, s'il n'y a pas une volonté de nuire. C'est parce qu'en fait, si tu veux, comme c'est un peu Léa Salamé en ce moment, elle est sous le feu des projecteurs, pas pour les bonnes raisons, et que je pense qu'en interne, il y en a plein qui ne la supportent pas tristement, et c'est ça qui est horrible, je sais pas si vous vous rendez compte, on est dans The Morning Show, c'est des guerres d'ego de Mhm. rédac à rédac qui pourraient avoir justifié que l'erreur soit commise 2 fois. Et j'attends d'en savoir un peu plus et on aura l'occasion peut-être d'en reparler. Mais si c'est ça, enfin, tu te dis, mais donc vous en foutez des familles, vous en foutez de ce que vous avez diffusé, de l'horreur que c'est. Non, non, vous, c'est, bah tiens, on s'est gouré, bah on va faire en sorte que l'autre aussi elle tombe. Donc a priori, ce serait. Mais bon, après, comme tu l'as dit, en plus dans l'œil de Moumou avec Schneiderman, tu disais, mais enfin, tu lis le prompteur quand même. Enfin, tu lis ce que t'as avant de te lancer. Donc Oui, c'est la base. C'est ça le plus gros truc, en fait. C'est que
ça montre, parce que sorti de, alors pardon d'employer ce terme-là, mais sorti de l'anecdote que constitue cette faute professionnelle gravissime, il y a le fait que pour 25 000 euros par mois, on apprend que Léa Salamé ne relit même pas le prompteur, ne prépare pas son émission. C'est ça qui est Ouais, grave. totalement. Parce que c'est pas une question de c'est pas une question de DRH, quoi. C'est pas vous touchez de l'argent, faites votre travail à hauteur de ce que vous êtes payé. Simplement que là, ils manipulent dans tous les sens du terme. Ces gens-là manipulent l'information, manipulent l'opinion, et quand on apprend qu'ils sont même pas foutus de vérifier ce qu'ils vont dire à l'antenne, et puis qu'il n'y a pas, comme je précisais, il n'y a pas une petite lumière qui s'allume pour dire attends, il y a un problème là. Je trouve que c'est pas. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que dans les communiqués de la Société des journalistes, notamment, enfin, pas la Société des journalistes, pardon, le SNJ de France Télévisions, il est précisé qu'elle Mmh. est présentatrice et pas journaliste, ce qui raconte quand même pas mal de choses. Ah oui. Comment fait-on dans cette période-là? Ce sera ma dernière question. Je te laisserai évidemment le mot de la fin. Comment dans cette période, avec tout ce qu'on a brossé la question médiatique, la question politique, la question sociale aussi, la question des migrants, du vivre ensemble. Comment on sort de cette période totalement pourrie? Comment on en sort la tête haute avec un tout petit peu d'espoir? Ah bah bonne question. Je pense que le, le petit peu d'espoir que tu peux avoir, c'est ce que j'ai vécu il y a 2 jours à Draguignan, où à la fin du spectacle, on a fait un bord plateau. Donc un moment où les comédiens peuvent discuter avec les personnes qui restent dans la salle et qui ont vu le spectacle. Et là, il Mmh. y a un petit jeune. Alors, on fait pas ça sur toutes les dates, malheureusement, mais pour le coup, c'était bien qu'on l'ait fait à Draguignan. Et t'as un Oui, petit jeune qui est au lit. j'ai pas eu cette chance. Effectivement, Non, je c'est vrai. confirme. Alors, Non, non, on l'a mais fait. Non, mais tu fais bien de le souligner. On l'a fait à Orléans, mais à Orléans, on est resté, je crois, 9 jours, et on l'avait fait le deuxième jour, je crois, avec Alexis Michalik qui était venu et tout. Donc c'est dommage. Je t'ai pas invité sur la bonne date, désolé. c'est une petite pointe de jalousie, t'inquiète pas. Et en fait, dans la salle, il y avait beaucoup de jeunes. Donc c'est très bien qu'il y ait des classes qui se déplacent. Et il y avait un jeune qui devait avoir 16-17 ans, qui était au lycée, qui prend la parole très à l'aise, et qui nous dit, bon, bah, merci pour ce spectacle, j'ai été très ému. Et je vais même vous dire, je pense que j'ai changé beaucoup d'avis, les avis que j'avais, notamment concernant l'immigration. Et après, il passe à autre chose. Et je me dis, putain, c'est dingue parce que ce petit bout d'homme qui a à peine 16-17 ans avait déjà des considérations liées au déterminisme socio-culturel, Oui, ses sans parents. doute. Évidemment, c'est pas de son fait, mais c'est dire que ben qu'il ait pu voir quelque chose qui lui a permis d'amorcer un changement d'avis sur un sujet où il avait déjà un truc préconçu par son entourage. Et ben tu te dis bon, ça laisse un petit espoir parce que peut-être que ce mec-là, c'est potentiellement un futur grand patron, un futur journaliste, un futur artiste, un futur ministre, que sais-je, qui ajoutera sa pierre à l'édifice. Et donc je me dis à chaque fois qu'on prend la parole, à chaque fois que tu fais un œil de moumou sur YouTube, à chaque fois que tu tweets, à chaque fois que tu fais quelque chose, tu prends la parole dans une conférence, il y a peut-être une graine qui a été semée et il faut pas la négliger. Vraiment, c'est ce qui me donne de l'espoir. Très bien. Est-ce que tu peux nous rappeler les coordonnées de ta chaîne? Où Bien peut-on te sûr. lire, te voir, s'il te plaît? Alors, vous pouvez me retrouver 4 fois par semaine dans mon podcast qui s'appelle CKR chez Kevin Razi. Et donc, il y a la chaîne YouTube Kevin Razi, tout simplement, sur laquelle il y a des extraits. C'est en replay sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple. Donc, vous mettez chez Kevin Razi en minuscule, tout simplement. Et sur Twitch aussi, ça s'appelle chez Kevin Razi. Et j'y suis 4 fois par semaine, le matin en général, pour regarder l'actualité à travers les médias. Quand peut-on espérer pouvoir voir ton court-métrage, ton premier court-métrage? Alors malheureusement, mon court-métrage, il va faire, tu sais, le parcours des courts-métrages quand ils font des festivals, c'est qu'après, tu peux que les voir en festival. Il va être diffusé, comme France Télé est partenaire, il va être diffusé sur France.tv gratuitement, donc à partir de mai 2026, après le festival. Donc vous pourrez le retrouver là-bas et ça va s'appeler, c'est une exclusivité, ça va s'appeler Bullshit. D'accord, tu peux le traduire pour nos amis?
Bullshit, qui veut dire, sans dire de gros mots, Non, alors, euh, je parlais qu'est-ce qu'on nomme bullshit en général Ah, d'accord, Bullshit. Ah oui. En fait, mon court-métrage s'appelle Bullshit parce que c'est une comédie satirique où je critique les bullshit jobs. Les jobs à la Voilà, con, ça avait été. c'est ce que Ah, bah, j'imaginais. t'es très fort. Ouais, mais on peut pas te la faire à toi. Et oui, donc les bullshit jobs, c'est théorisé par l'anthropologue David Graeber, qui parle de Mm, ces littéralement jobs à la con. Donc non pas des jobs qui n'ont pas de valeur dans la société, mais au contraire, des jobs très bien payés dans de grandes entreprises où on se rend compte que si on enlève ces jobs-là, il ne se passe strictement rien comme conséquence. Et j'ai eu une de mes meilleures amies d'enfance qui a fait face à ça. Elle était dans l'audit financier et au bout d'un moment, elle a eu une perte de, de sens par rapport à ce qu'elle faisait et ça m'a inspiré ce court-métrage. Il y a d'ailleurs l'un de tes collègues humoristes qui vient aussi du monde du travail et qui avait théorisé ça en expliquant que il faisait des réunions. De ces réunions, il allait en faire un mail pour expliquer la réunion, et puis il va quasiment programmer une. Enfin, en fait, il fait rien de sa journée. Il remplit des post-it, il fait des mails, il organise des réunions qui n'aboutissent à rien. Et je terminerai là-dessus. Il y a aussi un autre. Alors, mais c'est pour ça que c'est toujours intéressant l'évolution des humoristes, puisque on avait eu l'occasion d'en parler, toi et moi, que j'avais beaucoup enfin, je prêtais l'oreille et beaucoup d'intérêt à tous ces artistes qui viennent du milieu du travail et qui viennent nous raconter le monde du travail. Je trouve ça extrêmement enrichissant. Et puis, il y en a un qui venait de la fonction publique et qui expliquait comment faire se terminer le plus tôt possible une réunion. Il expliquait qu'il fallait simplement dire, bon, ok, alors maintenant, qui fait quoi? Et que, pouf, d'un coup, la réunion s'arrêtait parce qu'effectivement, il n'y avait rien de prévu et qu'on n'était que C'est dans la génial. théorie. Ouais, c'est Ouais, drôle. Bon, alors ah maintenant, ouais. concrètement, qui fait quoi? Voilà. Et là, Ah bah, voilà. c'est un Bah, franc. fixons une réunion pour voir qui fait quoi. Non mais c'est vraiment ça. Merci infiniment, cher Kevin Razi, donc à retrouver avec tout ce panel de talents, à la fois de l'humour, du théâtre, et puis maintenant de réalisation, plein et entier succès. Bonne Merci beaucoup, suite Mourad. à Passeport, et puis encore vraiment bravo pour tout ce que tu fais. Et puis rendez-vous sur tes différentes chaînes avec, je crois que c'est 3 ou 4 podcasts par semaine. C'est Ouais, très impressionnant. Et je merci. prends toujours énormément de plaisir à les regarder. À très bientôt, Merci Kevin. beaucoup. À bientôt, Mourad. Merci beaucoup.